Salut Christian, comment vas-tu? Salut Rafik, tout va bien? Et toi? Très bien, je te remercie déjà d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Hmm. Premier épisode pour chapitre sportif, on enfile les gants aujourd'hui et on va parler de ton très bon bouquin sur les coulisses des chaos qui ont marqué l'histoire de la boxe. Exactement, merci beaucoup à toi de me donner ce temps de parole. C'est un temps de parole précieux pour moi parce que bah, c'est mon premier livre. C'est la première fois que je fais un projet de cette envergure. Et je suis très heureux d'avoir vraiment le temps d'en parler en longueur parce que bah, comme tu l'imagines, pour les étapes promo, c'est pas toujours évident dans les médias de plus grande envergure, on va dire. Qui t'accordent évidemment ce qu'ils peuvent t'accorder en termes de temps et Mm. d'espace. Mais là, je suis très content de pouvoir aller en profondeur sur ce sujet-là qui me passionne et même plus largement sur le sujet du livre en général. Bah, très bien. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui vont écouter ce nouvel épisode de Chapitre sportif? Alors moi, c'est Christian Panzou, je suis journaliste depuis un bon paquet d'années maintenant. Enfin, j'ai un bon paquet d'années, une bonne dizaine d'années. J'ai commencé en 2011 en tant que journaliste professionnel pour divers médias, beaucoup en radio, à la télévision évidemment aussi plus récemment, et en presse écrite. J'ai vraiment essayé de toucher à tout, même presse web. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, et principalement dans le monde du sport. Dans le monde du sport, football, j'ai couvert du rugby, j'ai couvert même des disciplines un peu plus annexes comme les fléchettes. J'ai couvert vraiment pas mal de choses. Alors après, on fait ce qu'on peut quand on démarre sa carrière, hein. Mmh. Et donc j'ai vraiment couvert beaucoup de choses, et j'ai couvert énormément avant même de commencer ma carrière de journaliste professionnel. Je couvrais déjà la boxe, en fait, la boxe anglaise. Mais ouais, en ce qui s'agit de ma carrière, c'est ça principalement, journaliste. Aujourd'hui, je suis journaliste pour le groupe Canal+, à Canal+ International. Je suis présentateur d'une émission télé qui s'appelle KO, D'accord. alors qui n'a aucun rapport avec le livre dont on va parler aujourd'hui, mais c'est marrant parce qu'on pourra peut-être évoquer ça par la suite. Mais beaucoup de gens pensent que ce livre est une déclinaison de l'émission que je présente, alors que c'est vraiment deux projets totalement distincts. Euh, et voilà, ouais, journaliste depuis bientôt ouais, 14-15 ans maintenant, D'accord. et très heureux de l'être dans un climat qui est pas forcément facile, hein, dans le monde du journalisme, j'ai envie de dire dans tous les milieux médiatiques, mais on s'accroche, et on espère continuer encore de longues années. Bah, on l'espère pour toi. Donc du coup, au niveau de ton émission, KO, je suppose, enfin moi je connaissais pas l'émission et c'est lié, à tout ce qui est un peu, arts martiaux, boxe, MMA ou pas du tout, Ah, c'est sûr, c'est on traite toute l'actualité du monde des sports de combat. C'est une émission d'accord, hebdomadaire. OK. On fait ça tous les jeudis, donc sur Canal+ International. Et tous les jeudis, on passe en revue l'actualité des 7 derniers jours sur le monde des sports de combat. Alors, avec une appétence certaine pour le MMA, Mmh. parce que Canal+ International a les droits de l'UFC pour le continent africain, l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses autour de l'UFC. On couvre les événements UFC. Tous les week-ends, les événements UFC sont commentés par nos spécialistes commentateurs de Canal+ International. Après, on parle évidemment aussi de tout le reste, hein, énormément de boxe anglaise, et moi j'y tiens. Je tiens à chaque fois à placer un petit peu de boxe anglaise dans l'émission dès qu'il y a un petit sujet ou une date anniversaire où il faut se remémorer un grand moment de l'histoire de ce sport. Je tiens à le placer dans l'émission. On parle de lutte, on a parlé de judo, on parle de jujitsu, on parle de tout ce qui touche de près ou de loin à l'univers des sports de combat. On en parle dans KO. Très bien et toi, au niveau de ton parcours, avant d'arriver, donc tu as un peu, détaillé les différents médias et canaux sur lesquels, tu intervenais, que ça soit digital, radiophonique, presse écrite. Heu,
comment on arrive à se faire une petite place et un nom quand on sort de l'école, quand il faut décrocher son premier emploi, son premier stage, des choses comme ça? Il y a sûrement des élèves en école de journalisme qui vont nous écouter. Quels conseils tu leur donnerais pour que ça soit, on va dire, moins sinueux que toi, ou du moins, des bons tips pour qu'il y ait des facteurs de réussite, derrière leur démarche? Alors le 1er tip, c'est intéressant parce que tu as utilisé le terme, sinueux. Je pense qu'il faut accepter que ce soit sinueux. Il faut tout de suite se mettre en tête que ce sera sinueux, ce sera difficile, mais il faut surtout se mettre en tête qu'il faut être persévérant. Je pense que le maître mot, c'est la persévérance, la constance et puis, avoir une vraie soif de se démarquer. C'est pas facile, il y a beaucoup de personnes qui vont dans le même sens et je parle là, on est en 2025, mais en 2011, quand je démarrais aussi, c'était le cas. Mes professeurs, quand eux ont démarré, dans les années 90 ou 80, eux aussi, devaient se démarquer. Et ça me rappelle une phrase qu'un de mes professeurs me disait, c'est que en fait, à travers toute l'histoire du journalisme, en fait, les jeunes journalistes, on leur a toujours dit: «Bah, en fait, c'est un milieu bouché». Mmh. Dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000, dans les années 2010, moi quand j'ai démarré, on nous a toujours dit que c'est un milieu qui est fermé, qu'il n'y a plus de place, ce qui est pas totalement faux, hein. Il faut être Mmh. totalement honnête. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est effectivement persévérer, essayer de se démarquer au maximum. Je dis persévérer parce que bah, effectivement, quand au bout de 3, 4, 5 ans parfois, on n'arrive pas à décrocher un contrat, on n'arrive pas à avoir de revenus stables, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, Mmh. dans ce milieu-là. C'est difficile de se dire: «Bon, bah, je vais continuer», sans avoir la certitude, qu'il y aura une sortie, positive à tous ces efforts-là. Et beaucoup arrêtent malheureusement, alors qu'ils ont très certainement le talent, qu'ils ont des idées, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité au moment où ils avaient le temps pour s'investir, euh, bah, ils décident d'arrêter, de changer de voie, et c'est un petit peu dommage. Après, ça fait partie du jeu malheureusement, Mmh. pour certains. Mais ouais, le maître mot, c'est la persévérance, ne jamais lâcher, et vraiment dans le fait de se démarquer, c'est ne pas avoir peur de tenter des choses. Surtout quand on est très jeune. Mmh. Euh, bon bah, on tente, on rate, c'est des choses qui arrivent, euh, et c'est là qu'intervient la persévérance. Bah, on a compris qu'on avait raté. Où est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et éventuellement retenter d'une manière différente pour y arriver. Moi, effectivement, les premières tentatives de proposer des sujets box pour des grands journaux ou pour le média, pour la radio pour laquelle j'étais stagiaire, ça a été des échecs monumentaux, si je puis Mmh. dire. Mais effectivement, quand on revient à la table après avoir appris de ses erreurs, euh, on fait peut-être une meilleure proposition, et c'est au bout d'un moment ils acceptent. À chaque D'accord. fois, il faut continuer de toquer à la porte, de ne pas hésiter à gratter, de ne pas hésiter à proposer des choses qui peuvent paraître un petit peu hors du commun pour certains chefs qui sont en place, mais ne pas hésiter et tenter des choses. Et toi, au niveau de la lecture, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que Ouais. c'est des sujets, qui t'ont accompagné, depuis, tout petit, ou c'est quelque chose, que tu as dû t'y mettre, dans le cadre de ton cursus, scolaire, et au fil de l'eau, pardon, tu t'es, on va dire, attaché à cette, discipline, ou c'est dis-nous tout, quel est ton rapport à la lecture? J'ai toujours eu des lectures depuis très très jeune, depuis l'âge de 9-10 ans, mais des lectures sportives. Je lisais OK. énormément de magazines de sport. Euh, le premier magazine de sport, moi, c'est 11 Mondial. Mmh. Je suis d'une génération, vraiment 11 Mondial, c'était la référence. Je ne loupais pas un seul numéro de 11 Mondial. Euh, Ensuite, ça a été SoFoot. Oui, SoFoot que je lis toujours d'ailleurs aujourd'hui, SoFoot pour lesquels j'ai été stagiaire d'ailleurs, d'accord. au tout début de ma carrière, ouais. Et, euh,
et ouais, j'ai toujours eu des lectures et des lectures sportives, les lectures entre guillemets généralistes, les lectures classiques, notamment celles qu'on pouvait nous imposer à l'école, n'ont pas tout de suite été Les n'ont pas tout premiers de suite choix. été mes premiers choix effectivement, mais ouais, toutes des lectures sportives très très rapidement, euh, et énormément de magazines parce qu'il fallait avoir le poster aussi, c'était aussi un des enjeux Mmh. du magazine, mais ouais, très très tôt des lectures sportives et toujours aujourd'hui. Mais en grandissant, effectivement, j'ai adapté aussi mes lectures. Les classiques que je repoussais un petit peu il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus d'appétence pour ça. Mais ouais, très jeune, assez rapidement, j'ai commencé à lire sur le sport. Et du coup, tu as parlé de foot, essentiellement. Vu que tu étais un passionné de boxe, est-ce que tu as pu, au fil de ces années, piocher dans des, biographies, de on va dire d'athlètes, au niveau de la boxe ou pas forcément, c'est un peu plus compliqué peut-être de trouver, des supports et du contenu, écrit, sur, cette discipline? Alors, il y a de très bons livres qui sont écrits sur la boxe vraiment depuis des années, hein, depuis très très longtemps. Mais le souci, c'est que la littérature boxe est une littérature très anglo-saxonne. La Mmh. bonne littérature boxe, hein. Attention, je dis pas qu'il y a il n'y a que de la mauvaise littérature boxe en France. Mais là, si on parle, tu évoquais les biographies, les très belles biographies de grands athlètes, de grands boxeurs, sont des biographies anglo-saxonnes. Euh, Là, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai terminé la biographie de Rocky Marciano. Mmh. J'ai lu la biographie de Rocky Marciano. Elle n'est disponible qu'en anglais. D'accord. Et au final, moi, l'anglais, j'ai commencé à le lire quand j'étais étudiant, donc autour de ma vingtaine. Et quand j'étais très jeune, lire en anglais, c'était impensable pour moi. Donc, je m'informais sur l'actualité boxe via un magazine, je sais pas s'il existe encore, mais Box Mag, et sur un petit peu sur Internet, évidemment. Euh, il y avait aussi le magazine de la Fédération française de boxe qui proposait une actualité, mais une actualité très centrée sur l'équipe de France, etc. Mais pour avoir les belles biographies, une belle biographie de Mohamed Ali, une belle Mmh. biographie de Sugar Ray Leonard, on va rapidement vers des auteurs américains ou en tout cas anglo-saxons. Et c'est quand j'étais plus jeune, c'était un peu plus difficile pour moi à aborder. Aujourd'hui, je me régale parce que je récupère pas mal de choses qui datent des années 80-90 qui ont été écrites sur ces champions-là. Et je redécouvre pas mal de choses. Et au niveau de la boxe, justement, comment t'es tombé dedans, entre guillemets? Est-ce que c'est parce que dans le bouquin, tu dis que c'est quelque chose, qui t'a suivi depuis, petit? Mhm. Heu et est-ce que c'est quelque chose qui t'a été transmis? Est-ce que c'est quelque chose qui comment tu c'est ce Il y a lien pas avec ce vraiment sport? eu j'ai pas vraiment eu de transmission. Mes parents, mon père aimait bien la boxe, aimait bien les grands rendez-vous de boxe, Mmh. mais c'était pas un aficionado de cette discipline. Le vrai moment où en fait j'ai commencé à me passionner pour ce sport, et j'en ai parlé dans d'autres interviews, c'est mon premier souvenir de boxe. En fait, c'est même pas forcément la discipline en elle-même qui m'a passionné, c'est ce qu'elle générait. C'est l'engouement que ça générait. Pour te donner l'anecdote, la première fois que j'ai vu de la boxe à la télé, j'avais 6 ans, et je suis en Angola. Je suis en Angola chez ma tante, parce que ma tante vit à Luanda, et donc on est en vacances tous en famille, et en fait on est c'est 97, et c'est l'année de la revanche entre Tyson et Holyfield. D'accord. Et le combat a lieu en pleine nuit. Et en fait, moi, ce qui a réveillé quelque chose en moi, c'est l'engouement que ça a créé de voir toute la maison, toute la famille autour du téléviseur, très excités de les voir discuter. Alors, je n'ai pas les discussions en tête, hein, mais Mmh. j'imagine que ça devait se demander bon, qui va gagner, qui va faire quoi, etc. De voir cette excitation en pleine nuit,
pour deux mecs qui vont se battre. Moi, c'est ça en fait la genèse de ma passion pour la boxe, c'est ça. Après, évidemment, c'est rapidement, c'est s'intéresser au personnage, s'intéresser à Tyson parce que c'est le premier souvenir de boxe. Mm. C'est le visage de Tyson qui faisait peur. Moi, il me faisait peur quand j'étais gamin. C'est m'intéresser à d'autres personnages et de fil en aiguille, voilà, commencer à faire grimper un petit peu cette passion, la faire grandir, pardon. Et c'est parti de là. C'est parti de ce rendez-vous-là qui a fait qu'en gros, ben, pourquoi il y a autant de monde qui s'excite autour de deux personnes qui vont se battre sur un ring. Mm. Et après, je veux faire. On est un peu aussi un peu dans le côté Colisée, événements, gladiateurs et tout ça. Mhm. Enfin, je fais peut-être une digression, je vais peut-être un peu trop loin dans le délire, mais ça me fait penser un peu à ça, les jeux entre guillemets, les gladiateurs modernes. Bon, aujourd'hui, c'est plus le MMA Oui, qui a pris beaucoup, le énormément, qui a pris énormément. ce pan-là. Mais quand on dit noble art, justement, si on peut faire une petite discrétion, Oui, dis-moi. euh, noble art, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le côté aussi noble et esthétique dans le MMA, parce que moi je suis pas très boxe, hein. Moi je suis Ok. plus boxe anglaise que MMA. J'ai Mhm. l'impression que MMA, après c'est peut-être parce que je n'ai pas l'œil aiguisé pour voir les techniques, tout ça, Mhm. mais j'ai l'impression que c'est plus brouillon que travailler dans la boxe anglaise. Tu vois, Mhm. j'ai un côté très stratégique, très gamme, très cadré sur la Ouais. boxe anglaise qu'on retrouve pas forcément dans le MMA. Je comprends totalement ce que tu veux dire et je comprends. Moi, j'ai accepté très rapidement que le MMA ne soit pas et ne sera peut-être pas un sport abordable pour tout à chacun. Parce que pour la boxe anglaise, on comprend et on saisit très rapidement, voilà, ces deux personnes qui sont en tenue, c'est un ring, c'est quelque chose de palpable et d'entendable, même s'il y a une violence évidemment Mhm. inhérente à la boxe. Mais effectivement, le MMA, oui, moi quelqu'un qui vient et qui me dit, bah, écoute, ces deux personnes dans une cage, déjà c'est un peu compliqué. Euh, je comprends totalement tous ces détails-là. Après, pour revenir sur ce que tu disais, l'aspect technique, la précision et la stratégie, mais c'est autant inhérent au MMA qu'à la boxe anglaise. L'aspect stratégique, il est multifactoriel même au MMA, parce qu'il faut être bah, bon boxeur, parce qu'il faut sur les phases de striking, quand on est debout, il faut avoir une belle boxe anglaise. Il faut être bon kicker éventuellement puisqu'il y a énormément de kickboxers. L'usage des jambes est primordial en MMA. Il faut être bon lutteur. Il y a les Mhm. stratégies de lutte aussi qui entrent en jeu. Enfin, il y a tout un tas de stratégies différentes de différents sports qui sont entremêlés dans le MMA qui font que en fait l'aspect stratégique euh, il est tout autant important au MMA qu'en boxe anglaise. Et tu penses que avec tout le côté entertainment qui est en train de prendre le pas, enfin, est-ce que parce que à l'époque sur la boxe anglaise, on avait quand même ce côté entre guillemets rareté qui donnait Mhm. de la valeur au produit, vu qu'avec le MMA c'est assez, on va dire, on a une fréquence assez régulière. Ouais. Est-ce que ça perd entre guillemets de son attrait et de son attente ou pas du tout? Je pense pas. Je pense pas du tout parce que justement, je pense à contrario que la boxe anglaise s'est perdue à cause de cette rareté. D'accord. Parce que en fait, pendant des années, pendant même, j'ai envie de dire, toute l'histoire de la boxe, au final, cette rareté, effectivement, faisait l'événement. C'est-à-dire que quand on a un super fight qui arrive une fois tous les 5 ans, bah, le monde s'arrête et c'est une sensation exceptionnelle. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est plus possible pour que la boxe anglaise puisse perdurer et puisse, même si moi j'aime pas opposer boxe anglaise et MMA, hein, c'est Oui, oui. une espèce de petite lutte qui a une espèce de guéguerre entre les deux disciplines. Moi je pense que les deux peuvent cohabiter sans aucun problème. Euh, mais aujourd'hui la boxe anglaise ne peut plus se permettre d'attendre 5, 6, 7 ans avant de proposer une affiche une affiche premium. Ce que j'appelle une affiche premium, c'est un super fight, c'est ce qu'on a pu voir il y a quelques années à Pacquiao Mayweather. Hmm. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus criant de la rareté et l'attente, mais
mais enfin incroyable avant d'avoir un combat, quitte à ce que le combat finalement se fasse bien trop tard. Et aujourd'hui, ça c'est plus possible parce que il y a une autre discipline qui tous les week-ends propose quelque chose de divertissant, et tous les mois propose un championnat du monde. Tous les Mmh. mois, toutes les semaines propose peut-être un jeune prospect à suivre. La boxe anglaise doit prendre le pas, alors pas forcément de manière hebdomadaire, mais ce qu'ont compris les Saoudiens avec ce qu'ils font Riyadh Season, c'est de proposer des rendez-vous, pas tous les mois, pas tous, mais au moins plusieurs rendez-vous très forts dans l'année, 3 à 4 rendez-vous très forts dans l'année pour la boxe anglaise. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à avancer et à remettre la boxe au niveau où elle était il y a quelques décennies. Lutter contre le MMA et contre l'UFC surtout, Mmh. C'est peine je perdue, vois je pas pense, trop ouais. l'intérêt. C'est peine Mmh. perdue. Ils ont un diffuseur qui est assez incroyable, qui leur propose une case premium tous les week-ends. Chaque mois, ils proposent quelque chose d'exceptionnel. Ils ont une omniprésence sur les réseaux sociaux qui est difficile. Ils font un travail sur leur image qui est difficile à battre. La boxe a autre chose à proposer, mais il faut s'y mettre, il faut s'y atteler et travailler dans ce sens-là. OK. On va se recentrer maintenant. Désolé, hein, je fais beaucoup de Non, mais digressions, il y en pas de aura souci. beaucoup. Pas de souci, pas de souci. Au niveau de l'écriture justement, Ouais. c'est ton premier bouquin comme tu l'as dit. Heu, Qu'est-ce qui a généré en toi l'idée de se dire: «Il faut que je couche sur papier, et transmettre un peu, ma passion à au plus grand nombre»? Alors, en fait, le point de départ de ce livre, il est assez anodin finalement. C'est que moi, je suis un passionné de boxe anglaise depuis plus de 25 ans et je m'étais jamais réellement posé la question de ce que c'est un KO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, et même de par mon métier via Canal+ et l'émission que je présente, bah, je vois des KO tous les jours. J'écris des émissions là-dessus. Je décris des KO tous les jours, mais je m'étais jamais réellement posé la question de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on ressent, bah, déjà physiquement, parce que bon, Oui. j'ai pas boxé à un niveau sérieux dans ma vie. J'ai jamais encaissé de gros coups, j'ai jamais encaissé de KO. Mmh. Et donc, je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Et en fait, avant même de commencer à penser à écrire, j'ai posé la question à quelques boxeurs que je connaissais dans mon entourage plus ou moins proche, à certaines légendes de la boxe en France. Et j'ai remarqué qu'à chaque personne à qui je posais cette question, bah, chacune des personnes avait une réponse différente, D'accord. avait une définition différente de ce que c'est le chaos. Certains sont tout de suite allés vers une définition très positive, c'est que c'est une joie, c'est génial, etc. D'autres sont allés vers une définition négative. Et parmi ceux qui sont allés dans des définitions négatives, c'est pas forcément des boxeurs qui ont perdu par KO. C'est-à-dire que D'accord. ouais, il y a des boxeurs qui ont fait une carrière, des carrières très très grandes, avec des défaites, mais pas de défaites par KO, mais qui décrivent le KO comme quelque chose de vraiment très noir, etc., comme je peux en parler Mmh. parfois dans le livre. Et c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, mais en fait, il faut expliquer ce phénomène. Il faut expliquer ce phénomène. C'est quelque chose qui est palpable pour tout le monde, hein, même les gens qui ne sont pas fans de boxe anglaise. Euh, Bah, en fait, le chaos, on sait ce que c'est, hein. Enfin, Mmh. visuellement, tout le monde est capable d'expliquer peu ou prou ce que c'est un chaos. Mais je voulais entrer dans le détail. Je voulais entrer dans le détail et j'estimais que c'était très important de donner la parole aux boxeurs. Je voulais pas être en maître d'école entre guillemets, Mmh. parce que j'en suis absolument pas capable et je suis pas en mesure de moi venir expliquer aux gens ce que c'est le chaos. Je voulais donner la parole aux boxeurs eux-mêmes, qui puissent m'expliquer ce que c'est et expliquer aux lecteurs de ce livre ce que c'est le chaos avec leurs mots, euh, qu'ils estiment que ce soit quelque chose de positif ou négatif. Et du coup, sur le travail d'écriture et le thème, comme on sait qu'en France, on a une offre, sur la littérature sportive qui est pas aussi pléthorique que ça peut être, dans des pays anglo-saxons. Quand tu arrives avec ton idée de: «Je parle de chaos à un éditeur»,
comment il te reçoit. Je pense qu'on va revenir au côté persévérance d'il y a quelques minutes et de l'introduction. Mais et comment ça s'est fait la connexion avec Amphora? Alors, c'est très bizarre parce qu'avec Amphora, très très vite, ils ont adhéré à l'idée. Mais avant d'arriver à Amphora, j'ai essayé d'autres maisons d'édition et ça a été un petit peu plus difficile, tout simplement parce que, ben, on est en France et en France, la boxe anglaise, heu, on va être très clair, hein, n'est plus un sport qui vend. Mmh. Même juste, avant de parler de lecture, de livres, les galas de boxe anglaise, il y en a pas énormément. Il y en a, mais pas de très grande envergure. Donc c'est le milieu de la boxe en France est en grande difficulté. Ça, c'est un secret pour personne. Heu et donc tout ça se répercute sur tout les business «annexes» entre guillemets, si je puis dire, et notamment le monde du livre. Moi, on m'a répondu à plusieurs reprises: «Bon, bah, ton idée est très intéressante, mais concrètement, les livres de boxe, ben, j'ai peur que ça ne se vende pas, quoi». Parce que Mmh. la boxe n'est plus un sport qui intéresse un public très large. Donc oui, j'ai essuyé pas mal de refus, avec ce motif-là. Mais Amphora a tout de suite vu, l'attrait qu'il pouvait y avoir pour, la notion de chaos. Mmh. Parce que c'est quelque chose d'explosif, c'est quelque chose, il y a aussi un côté un peu, voyeurisme sur le Oui. chaos, de voir quelqu'un, aller au sol et cetera, d'entendre les explications de ceux qui mettent KO leurs adversaires ou ceux qui encaissent un KO. Il y a un peu de ça aussi et puis, je pense que ce qui a fait la différence vraiment, auprès d'Amphora, c'est, les noms que j'ai pu avoir en interview, les champions que j'ai pu interviewer pour ce Mmh. livre. Je pense que c'est une partie de ce qui les a convaincus et puis j'avais moi dans l'idée que ce soit un livre illustré, Oui. que ce soit par des photos ou par des dessins. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui leur a plu, puisque c'est quelque chose dans lequel c'est un Oui. secteur dans lequel ils sont très spécialisés. Donc, Ouais, le graphique, c'est un truc c'est un marqueur pour eux dans tous leurs bouquins. Il y a un aspect graphique ouais, qui est ouais, ouais, ils ont été très très travaillé. très forts et je Mmh. ne cesserai de les remercier pour le travail, que ce soit pour les dessins ou les photos. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour saluer une nouvelle fois Dessine-moi un gangster qui a fait tous les dessins dans ce livre. Et un grand merci à lui puisqu'il a fait un travail incroyable. Bah, excellent, bah, on le remercie, chaleureusement parce que ça c'est un marqueur, comme je le disais, dans les livres d'Amphora, mais qui apporte aussi, de l'aération dans le bouquin et des compléments qui vont bien avec les textes, très bien illustrés, donc chapeau à l'artiste. Ouais, Et du coup, toi, au niveau de l'écriture, donc tu as le go de Amphora, tu es arrivé avec, je suppose, un petit échantillon pour dire, voilà, ça prendrait à peu près, cette tournure-là. ouais. Heu et derrière, en termes de timeline, ça prend combien de temps pour, boucler, tout le travail, rédactionnel, artistique, enfin iconographique aussi, lié au bouquin? I Dis-nous tout, sur ce gros travail, là-dessus. Alors, le travail, il a commencé réellement. J'avais commencé à écrire effectivement euh, quelques pages et quelques. J'avais pas mal d'interviews déjà enregistrées au moment où j'ai proposé l'idée à mon éditeur. J'ai commencé réellement à m'y atteler et à mettre en forme sérieusement tout ce bouquin en septembre 2022. Et le rendu du manuscrit a eu lieu en avril 2024. D'accord. Donc un peu plus d'un an et demi, je sais pas, je calcule très mal, hein, mais Mmh. je pense que les gens pourront faire le calcul. Donc septembre 2022 a rendu du manuscrit en 2024, en avril, sachant que le rendu du manuscrit, ce n'est absolument pas la fin du travail. Il y a tout le travail de correction, il y a le travail de correction sur les images, il y a trouver des alternatives à ce qui ne va pas éventuellement en termes d'image, parce que il y a aussi des questions de droit parfois Mmh. sur certaines images qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et donc ouais, je saurais pas dire quel était le rendu final,
Euh, Dans le courant de l'été 2024, il me semble, si je me souviens bien, on a donné le go pour envoyer à l'imprimerie. Donc, ouais, j'ai envie de dire, en gros, presque 2 ans de travail. Presque deux. Ouais, énorme. Et du coup, vu que toi, c'était en parallèle de ton activité professionnelle, tu t'organisais comment pour écrire? Est-ce que tu faisais ça, tu faisais des «doubles journées» entre guillemets? Ou est-ce que tu te mettais sur des plages, entre guillemets en ermite et c'est parti, on va dans le tunnel et on écrit? Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. J'ai pas. Alors je m'étais fait un calendrier d'écriture, histoire d'être un peu Mmh. ordonné tout de même et de respecter les délais surtout parce que c'est très très important. C'est un calendrier qui, sur certaines étapes, a totalement volé en éclats parce que pour avoir les interviews, parfois, c'était pas évident. Certains n'étaient pas disponibles, certains étaient disponibles un peu à la dernière minute. Donc, il y a pas mal de choses qui ont volé en éclats sur mon calendrier. Mais ce que je faisais la plupart du temps, il y avait un petit peu de double journée, effectivement. Euh, je terminais déjà assez tard au travail et ensuite je rentrais et je consacrais toute ma soirée et une partie de ma nuit à écrire. Euh, il y a des moments où vraiment je me faisais des week-ends entiers uniquement à ça. Il y a des moments où bah, je faisais des petites pauses parce que je Mmh. pense que c'est important de prendre du Pour recul. Voilà. s'aérer aussi. Ouais, de s'aérer un petit peu aussi, voir autre chose parce que j'ai beau être un passionné de boxe anglaise, parfois il faut faire une petite pause parce que sinon rapidement on arrive au ras-le-bol. Mais et puis j'ai eu des moments où t'es dans les transports, tu penses à rien, t'as une idée qui te vient et t'écris 3 pages sur ton téléphone portable. Voilà, sans explication aucune, sans savoir d'où ça vient. J'ai eu un peu de tout et j'ai pas formalisé. Voilà ma manière d'écrire. Je rappelle que c'est mon premier, hein, donc j'ai Mmh. pas je sais pas s'il faut avoir une méthode absolument. Je sais que certains auteurs ont une méthode et une manière d'écrire très carrée. On respecte les horaires. Je sais que certains ont la possibilité de faire à chaque fois 1 heure par jour, écrire un petit peu. J'ai essayé. Moi, ça n'a pas spécialement marché, mais après, je comprends et je trouve ça même admirable d'avoir cette récurrence quotidienne pour pouvoir écrire tout le temps et être carré. Il faut de l'exigence envers soi-même. Hein. Mmh. Il faut être exigeant parce que l'éditeur est pas derrière nous tous les jours à nous dire oui, il faut que tu écrives tes pages, etc. Mmh. Donc il faut une certaine discipline. Mais moi, j'hésitais pas à m'accorder un petit peu de largesse quand j'estimais que j'avais un petit peu de temps ou quand parfois il fallait que j'attende une interview. J'hésitais pas parfois à laisser passer 2, 3, 4 jours sans forcément m'atteler sérieusement sur le projet. Je relisais, en revanche. Je D'accord. relisais parce que ça c'est très important. Je relisais, mais le travail d'écriture, c'est très important d'avoir le bon état d'esprit, un état d'esprit positif avant d'écrire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris en D'accord. écrivant ce bouquin. Euh, Quand on est énervé, en tout cas ça c'est pour moi, quand on est un peu C'est agacé, énervé, c'est pas forcément une bonne chose d'écrire. et au niveau justement de la relecture, d'autres auteurs m'ont dit et j'avais les avais questionnés là-dessus, qu'ils avaient un lecteur, entre guillemets «test», pendant tout ce travail d'écriture qui leur permettait de replacer le curseur sur leur plume pour reformaliser, certaines tournures et réajuster leur texte. Mhm. Toi, tu as pu bénéficier de ça ou tu étais en totale, «indépendance» entre guillemets, Ah non, autonomie? non. Moi, il me fallait ça. Il me fallait ça. Parce que, qu'en fait, quand c'est le premier, même si j'ai écrit beaucoup en presse écrite par le passé, c'est pas du tout la même manière d'écrire. Euh, Là, même si j'ai tout le temps tendance à dire il faut raconter des histoires, c'est une autre manière de raconter une histoire en presse écrite et dans un bouquin, évidemment.
Et j'avais ma compagne qui relisait certains de mes chapitres. Euh, alors ma compagne qui n'est pas du tout passionnée de boxe anglaise. Euh, Mais intéressant ce point de vue voilà, justement. voilà. Et en Mmh, fait, moi, ce que j'attendais comme retour, c'était de savoir si elle comprenait mmh. les enjeux, si elle comprenait parfois certains termes techniques dans le sens où il fallait pas que je sois trop technique pour que ce soit abordable pour le grand public. Donc son point de vue était très intéressant et très important pour moi. Et j'avais aussi, au sein de la maison d'édition Amphora, il y a un des attachés commerciaux de la maison d'édition qui est un féru de boxe, qui vraiment s'y connaît très très bien et a lu les chapitres que je lui envoyais. Et lui, de son côté, me donnait un avis d'expert entre Voilà, guillemets, c'est bien, tu avais les 2 facettes en voilà, fait. j'avais les deux facettes et c'était très important pour moi de pouvoir jongler entre les deux, parce que un des exercices aussi de ce livre, c'était à la fois de pouvoir parler à un public très large, mais aussi que les férus de boxe, les connaisseurs s'y retrouvent et retrouvent les bonnes références, quoi. Ah, très bien et du coup, toi, ton spot préféré pour écrire, hormis, la fulgurance dans les transports en commun, tu avais C'est pas mon spot préféré, hein, les transports en commun. C'est pas le meilleur endroit pour écrire, mais quand l'inspiration vient. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, j'ai jamais vraiment cru à ce truc de l'inspiration vient et on écrit directement. mmh. Mais c'est réel en fait, hein. C'est réel, c'est un vrai truc, hein. Et le spot préféré, moi, c'est mon salon. Mon salon, euh, environnement calme, au chaud, sur mon canapé, la plupart du temps, pas allongé, mais en tout cas bien Mais bien positionné. posé, bien Voilà, exactement. Ouais, c'est le spot où j'ai écrit la plupart ouais, quasiment la majorité du bouquin. Euh, j'ai voulu tenter l'écriture en bibliothèque, l'écriture mmh. dans les cafés, etc. C'est très stylé quand on le voit sur Instagram, mais moi, j'ai pas, ça m'a pas, j'ai pas adhéré. Voilà, Oui. j'ai essayé, mais ça Est-ce l'a que pas le fait. cadre justement, ça te met pas quand tu te dis: «Je me mets en mode, un peu trop» entre guillemets «scolaire», hein, j'appuie bien sur le terme, Mhm. ça te met pas une pression supplémentaire et derrière, tu trouves peut-être pas forcément tes mots, tes tournures ou je sais pas, je le vois comme ça moi, Bah, derrière. Si j'aurais à écrire, quelque chose, je mm. me dis si je dois plancher quelque chose, si c'est trop cadré, peut-être que je vais pas être, il y a, justement efficace. il y a peut-être de ça. Moi, c'était le fait de sortir de la maison, d'aller Mmh, dans un café et tout, juste dans le but d'être au calme et d'écrire, alors que chez moi, je suis déjà au calme et je peux écrire tranquillement. Je sais que ça parle à beaucoup de gens et que c'est quelque chose de très agréable pour pas mal de personnes. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais étudiant, j'ai énormément révisé en bibliothèque ou dans les cafés, mmh. etc. Mais pour l'écriture de ce bouquin, ça m'a pas. J'ai essayé hein, deux, trois fois, mais j'ai plutôt fait de la relecture en fait. Au D'accord. café, je partais dans l'idée d'écrire, mais j'ai plutôt fait de la relecture, du choix des images, etc. Ça, effectivement, je l'ai fait dans un environnement un peu plus ouvert, avec des gens autour de moi, etc. Et au niveau de l'écriture justement, on il y a quand même un gros travail de recherche, avec des sources, bien référencées. Mhm. J'avais, donc enregistré avec, Alex de Trashtalk et 2 auteurs aussi, qui ont donc, Adrien Pompuy et Vincent Reculot, qui ont livré des bouquins sur la NBA, Ouais, et qui nous disaient qu'ils avaient la chance de bénéficier, des archives des journaux US qui sont accessibles et qui c'est une mine d'informations, remarquable. Toi, sur ton travail documentaire, tu t'es basé sur quels éléments? il y a beaucoup, pour moi aussi, beaucoup d'archives de journaux US. Je me suis d'ailleurs abonné à pas mal de journaux US pendant l'écriture de ce livre pour pouvoir avoir accès aux archives. Énormément, énormément, parce que c'est plutôt bien conservé, même très bien conservé par la plupart des journaux, et même c'est conservé de manière numérique.
Et c'est ça D'accord. ouais, c'est ça qui est très très fort. Donc j'ai pu avoir accès à tout ça. Le magazine The Ring, qui est la Bible. Bon, Hmm. on le dit souvent, c'est un terme consacré, mais pour le coup, pour tout ce qui concerne l'histoire de la boxe anglaise, The Ring Magazine, c'est vraiment une source mais incroyable et pour la boxe vraiment internationale, hein, pas seulement aux États-Unis, vraiment de par le monde, le travail qui a été fait à travers l'histoire de ce magazine pour couvrir la boxe anglaise, il est exceptionnel. Euh, et puis il y a aussi le bouche à oreille. Le bouche à oreille dans le sens où quand on parle, quand je parlais à un de mes, durant mes entretiens, à un des intervenants dans le livre, euh, ils enchaînaient les anecdotes. Ils enchaînaient les anecdotes que je faisais confirmer par un autre, parce qu'en fait, le milieu de la boxe anglaise est un petit milieu, surtout aux États-Unis. Tout le monde se connaît, tout le monde a plus ou moins travaillé ensemble, ou en tout cas, ils se sont au moins affrontés. Euh, Quand on me donnait une anecdote, j'essayais de la faire confirmer par un autre. Hmm. L'autre infirmait, je retournais voir celui qui m'avait donné l'anecdote. Finalement, il modifiait sa version. Donc, parfois, c'était pas toujours évident d'avoir le fin mot d'une histoire, notamment dans le livre, il y a l'anecdote de Roberto Duran et du pourquoi il a abandonné lors de son deuxième combat face à Sugar Ray Leonard. Ça, pour me faire... D'ailleurs, je me suis pas fait vraiment confirmer cette histoire. Il y a toujours encore aujourd'hui, c'était il y a 44 ans maintenant, ce combat, euh, il y a toujours encore aujourd'hui plusieurs versions qui s'opposent, etc. Et c'est pas évident, mais euh, pour beaucoup beaucoup des anecdotes que j'ai dans le bouquin, c'est de l'archive effectivement de journaux et beaucoup de choses qui m'ont été racontées, confirmées par parfois les protagonistes eux-mêmes. Et comment tu arrives à justement à aborder ces personnes et à les faire parler? Toi, tu arrives, tu es de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, messieurs, dames, j'arrive. C'est pour un livre. Et dis-nous tout, comment tu t'as pu. Alors, Parce qu'il y a du beau monde, hein, dans ouais, le bouquin. Donc, comment tu fais? il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, je pense, sur le monde de la boxe et sur les stars du monde de la boxe. Et même, j'ai envie de dire, j'ai envie d'élargir sur les sportifs en général et les anciens sportifs. J'ai catégorisé tous les entretiens en plusieurs cases, en fait, euh, tout au long du processus d'écriture. Euh, il y a les superstars actuels, un Canelo Alvarez, lui, il a un attaché de presse, agence de com. Euh, Là, c'est entre guillemets tout simple. On les contacte, on essaye de leur proposer le projet, ils disent oui ou ils disent non. Voilà. Hmm. Et d'ailleurs, quand ils disent non, c'est jamais non définitif. Ah, Ça, c'est quelque c'est chose que toujours j'ai de la appris. négo Ouais. derrière. Ok. C'est non, mais peut-être à une autre date. Non, mais peut-être pas de cette manière-là. Enfin, il y a toujours un moyen de proposer quelque chose. Euh, il y a les boxeurs qui clairement sont abordables. Je les ai abordés sur Instagram. Ils sont très contents de pouvoir discuter boxe. Par exemple, Maillard Monchipour, je l'ai abordé de cette manière-là par mail. Il était vraiment très disponible. On a fait l'entretien de manière assez naturelle et il m'a raconté son histoire. Il y a les anciennes superstars qui vivent de leur image et qui, pour certains, demandent à être payés pour les entretiens. Ah oui. Ah oui, 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 j'ai Ah appris oui. beaucoup de choses. J'ai Ah, il appris y a eu un beaucoup de choses. budget Ah, entretien. alors attention, il y a pas, de mon côté, il n'y a pas eu de budget. Moi, dès, que- dès qu'on me demandait de l'argent, c'était non parce que moi, j'avais Ah pas bah oui. d'argent pour payer. Et c'est pas des petites sommes. Je vais pas révéler les sommes Hmm. ici, mais c'est pas des petites sommes qui sont demandées. Après, c'est quelque chose que, au fil du temps, j'ai compris, hein, parce que c'est des boxeurs qui vivent de leur image. Moi, avec mon entretien, si je mets leur entretien dans mon livre, quelque Oui. part, Ça va générer. ça va générer quelque Hmm. chose pour moi. Il faut que ça génère quelque chose pour eux aussi.
Donc, j'ai compris, c'est pas facile à comprendre au départ, mais ça, je l'ai très vite compris. Et puis, il y a aussi les boxeurs qui sont un peu, malheureusement, désœuvrés. Ça, c'est un réel phénomène en boxe, qui sont totalement désœuvrés et qui, eux, ont besoin d'argent pour survivre. Certains m'ont demandé des sommes d'argent en entretien parce que ils sont dans une situation très, très difficile et que c'est leur seul moyen de survivre, c'est de raccrocher les wagons à droite à gauche, quelques centaines de dollars par-ci par-là pour pouvoir faire des entretiens. Donc il y a de ça. Et puis tout ce monde-là, toutes ces catégories-là, il y a une chose qui les rassemble, c'est qu'ils ont besoin de lumière. D'accord. Ils ont besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin qu'on les voit. Alors, chez certains, c'est plus marqué que d'autres. Hein. Je reprends l'exemple de Canelo. Lui, aujourd'hui, il n'a pas du tout besoin de lumière. Il est déjà dans la lumière quotidiennement. C'est une superstar. Mais c'est très marqué chez certains anciens boxeurs. Quand j'ai contacté certains anciens boxeurs, certains étaient très heureux vraiment de pouvoir parler de leur histoire, de pouvoir raconter certains détails. Et c'était très marqué chez eux. Ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient à raconter. Et ça n'a pas toujours été évident pour certains. Mais vraiment, disons que sur les 26 que j'ai eus, il y en a vraiment une bonne dizaine qui étaient vraiment heureux de raconter leur histoire et qu'on se souvienne d'eux. En fait, j'ai même un des intervenants qui me disait, à la fin de l'entretien, il me dit « Merci de replacer mon nom dans l'histoire de la boxe ». Ouais, un beau cadeau. C'est un truc de fou. Alors que moi j'ai écrit mon bouquin. Effectivement, j'ai rien demandé. Hein. Mais on m'a dit « Merci de replacer mon nom dans l'histoire de la boxe ». C'est complètement dingue. Et justement, ça va peut-être répondre à une des questions, parce que une des questions que je pose à beaucoup de personnes que je reçois dans ce podcast, c'est on sait très bien que quand on reçoit, on ouvre le carton, on a le petit bouquin, à la fin on le feuillette, c'est l'un des moments forts de l'aventure littéraire. Toi, hormis ça, la livraison, le moment fort qui t'a marqué dans tout le process d'écriture? Le moment fort, il y a eu plusieurs moments Si forts tu dans peux le si tu dois en process. lâcher 2-3, fais-toi plaisir. Ok. Alors, le premier moment fort, je pense que c'est quand j'ai eu l'entretien avec Manny Pacquiao. Parce que à ce moment-là, donc je suis en plein processus d'écriture. Les interviews sont difficiles à avoir et Manny Pacquiao, il faut savoir que je l'ai pourchassé pendant 1 an et demi. Et j'utilise le mot pourchasser vraiment à dessein parce que ça a été une chasse. C'est quelqu'un qui a énormément d'intermédiaires pour pouvoir le contacter et des intermédiaires qui sont pas tous forcément très fiables. La première fois que je le contacte, il était en pleine campagne présidentielle aux Philippines, et ça, là, j'ai compris que voilà, il serait pas disponible pour ce type d'entretien. Et à chaque fois, chaque mois, même, parfois c'était même chaque semaine, pendant une période, c'était chaque jour, j'échangeais avec quelqu'un de son entourage par WhatsApp, etc. Impossible de l'avoir. Jusqu'à un dimanche soir. Vraiment totalement aléatoire. Je venais de terminer d'écrire un chapitre et il est autour de 1h du matin. Je reçois alors j'ai plusieurs coups de téléphone d'un numéro philippin et en fait il est 1h du matin, je suis en train de m'endormir et en fait je peux plus quoi, je calcule pas, mais le numéro insiste. Mais vraiment, je prends mon téléphone, je regarde et je vois que j'ai plusieurs WhatsApp de cette personne qui me dit le champion est disponible, il est prêt à t'accorder 1 heure. Donc il est 1h du matin, moi j'étais sur le point de m'endormir et là comme un boxeur un peu piqué au vif, je me relève tout de suite, je dégaine le téléphone, enregistreur, etc. Et j'étais parti. Alors l'entretien de Manny Pacquiao,
Je l'avais préparé, mais je l'ai des dizaines et des dizaines de fois parce que des dizaines et des dizaines de fois, on m'avait promis l'entretien. Donc, les questions étaient prêtes, rangées quelque part. Donc, je dégaine tout et je fais l'entretien. Et en fait, au terme de cet entretien, euh, là, je me suis dit, ouais, là, le livre prend vraiment de l'envergure parce que Manny Pacquiao, c'est un personnage très, très, très fort, un boxeur immense, 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 au-delà même de la boxe, Mmh. euh, de ces 20 dernières années, 20, 30 dernières années. Et donc, ça a été un des premiers moments forts. Le deuxième moment fort, en fait, c'est la première fois que j'ai découvert les illustrations. D'accord. La première fois que j'ai découvert les illustrations, encore une fois, de Dessine-moi un gangster, je me suis dit, ouais, là, on est sur quelque chose de très sérieux, de très, très beau. Que ce soit les férus de boxe ou ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, Mmh. tout le monde est à même de sentir que les dessins sont de qualité et retranscrivent un moment fort, en fait, d'un combat de boxe. Ah bah, très bien, très et du coup dans les entretiens, est-ce que à un moment donné, tu t'es auto-censuré en te disant: «Telle personne, ça va être inatteignable, je n'y vais pas» ou tu t'es dit, «Pas de limite, j'y vais et J'ai tout si» tenté. J'ai tout tenté. J'ai pas eu tout le monde, hein. J'ai pas eu tout oui, le oui. monde, mais j'ai tout tenté. J'ai tout essayé. Et vraiment, il y avait pas de limite. Moi, je me disais que au pire, on me dira non. Oui, c'est tout bénef, C'est pas grave. Après, si on me dit oui, moi j'y vais. Hein. Il y a pas de, y a pas de souci. Mais ouais, non, j'ai vraiment tout tenté. Les plus grands, les proches des plus grands, et c'est de cette manière-là que j'ai pu avoir des entretiens, notamment avec l'ex-femme de Mohamed Ali, oui. avec le fils de Joe Louis, et tout ça, ça a été, et ça revient sur ça revient à ce qu'on disait en tout début d'entretien, c'est il faut pas hésiter à tenter. Mmh. Parce qu'au pire, on vous dit non, et puis on passe à autre chose. Et si on dit oui, on vous dit oui, on y va, let's go. Et on propose quelque chose, sur certains entretiens, je m'attendais pas forcément à ce qu'on me dise oui, hein, effectivement, mais je le tentais. On m'a dit oui, et puis ça a donné des beaux entretiens pour certains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on note, des points communs entre la discipline que tu couvres avec le livre et ton parcours et le process d'écriture. Un gros travail de fond en termes de recherche, tout ce qui est travail en salle, foncier, Mhm. voilà. Tu arrives dans la boxe, mais tu vas étape par étape, donc step by step, donc persévérance, éthique de travail, tout ce qui va avec. Et à un moment donné, il faut savoir saisir sa chance, parce que quand on te donne la chance de pouvoir affronter quelqu'un qui est mieux classé que toi pour passer le Ouais. gap, toi, c'est ta Manny Pacquiao qui te réveille ou qui va te réveiller ou tu vois? Là, c'est simple. Si je réponds pas à cet appel-là et que je fais pas l'entretien là, je pense que je le fais jamais. Et c'est Mmh. pour ça que, ouais, tout de suite, ça a été, on y va. Oui, ok, il est 1 heure du matin. C'est pas le meilleur des horaires. Je suis très, très fatigué et le lendemain, je travaille. Mais écoute, Ouais, autant l'opportunité on est le trop fait là. grande, ouais. Voilà, l'opportunité est trop grande, on le fait là. Et puis, c'est comme là, je prends un parallèle avec le MMA, c'est comme un combattant qui prend un combat avec 2 semaines de préparation parce que un des adversaires s'est blessé sur un gros combat. Il prend la place et s'il s'impose, il devient champion parce que il a été opportuniste. Il Mmh. est venu avec 2 semaines de préparation. Enfin, je pense que l'histoire du sport est faite de moments comme ça, d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Et c'est à peu près la même chose dans la vie aussi. Très bien. Et au niveau, du côté un peu plus, on va dire, justement, dur dans le travail d'écriture, quelle est on va dire «l'épreuve», entre guillemets, que tu as dû surmonter et que tu as su surmonter, et comment tu as pu la surmonter, dans ton process d'écriture? Pour moi, le plus difficile, ça a été les anglicismes. Parce D'accord. en boxe anglaise, et notamment sur les termes techniques de la boxe anglaise, il y a énormément d'anglicismes. Alors, il y en a beaucoup qui ont été traduits en français. J'ai utilisé énormément
de mots en français, mais les anglicismes sur les termes techniques, les anglicismes sur certaines régions aux États-Unis, sur certaines manières de faire. Euh, Tu vois, typiquement, il y a des mots qu'on peut pas vraiment traduire. Euh, Tout bêtement, le jab. Alors, c'est un Mmh. mot qui est totalement entré en France Ouais. aussi. On dit le jab, hein, c'est pas le souci, mais Mmh. euh, j'allais pas écrire à chaque ligne une frappe du bras avant. Voilà. C'est un peu plus long que Mmh. jab, tu vois. Donc, c'est sur ces termes-là où j'ai dû faire attention à être précis, parfois bah, mettre des annotations. J'ai mis pas mal d'annotations sur certains termes techniques. Et, euh, et donc, ouais, ça a été un des défis, c'était ça, ouais. Les anglicismes, pas trop en mettre, mais en mettre suffisamment pour faire aussi comprendre, donner un petit accent aussi, montrer que je m'y connaissais un petit peu quand même Mmh. en boxe anglaise, parce que c'est aussi important pour la crédibilité. Et au niveau de justement, pour, les différents chaos, si toi, avec, tout ce que tu as pu, analyser, échanger, si tu placerais un top 3 selon toi, des KO all time? Oh là là. Ça, c'est la question piège, je sais. Ouais, non, non, c'est enfin, question Bah, piège. compliqué, En fait, c'est une question toujours à compliquée classer. parce que tout au long de l'écriture, je me suis posé la question de quel est mon chaos préféré, quel est le plus grand chaos, etc., etc. J'ai réussi à plus ou moins établir, alors top 3, je sais pas, mais pour moi, le plus beau chaos de l'histoire, je vais pas être très original, hein, mais Mmh. c'est Ali contre Foreman en 74, Oui. pour plusieurs raisons. Euh, Déjà parce que ce combat se passe dans mon pays d'origine, en Mmh. République démocratique du Congo, c'était au Zaïre à l'époque, à Kinshasa. La symbolique de ce combat que j'explique dans le livre est immense, au-delà du sport. Ouais, ouais. L'opposition entre ces deux très grands champions est incroyable. Et puis, ce combat-là, c'est en quelque sorte la renaissance de Mohamed Ali. En tout cas, c'est le début de sa deuxième partie de carrière. Euh, et c'est là qu'il prend. Il avait déjà une envergure immense hein, Oui. avant ce combat. Mais avec cette victoire-là, où tout le monde le donnait pas seulement perdant, mais mourant en fait, face Mmh. à George Foreman. Certains pensaient qu'il allait finir à l'hôpital, quoi. Et ça aurait été, c'était possible. Hein, c'était vraiment quand on relit ce qui se disait à l'époque sur George Foreman et son punch, c'était fort possible. Mais ouais, je pense que Mohamed Ali face à Foreman en 1, je pense que assez rapidement, et ça, je vais peut-être surprendre les fans de boxe, mais euh, je ne sais pas si c'est deuxième ou troisième, mais la victoire par KO de Juan Manuel Marquez face à Manny Pacquiao D'accord. lors de leur quatrième affrontement vient assez haut parce que c'est un KO, mais vraiment déjà juste l'aspect visuel de ce KO c'est gigantesque. Manny Pacquiao se prend un contre, mais qui vient de je ne sais où de la part de Marquez. Et l'histoire, pareil, que je raconte par rapport à ce chaos, c'est que on a un Marquez qui a vécu 8 ans de frustration, en fait. 8 ans de frustration face à Pacquiao qui n'arrivait jamais à battre. Ils s'affrontent à 3 reprises, ils n'arrivent pas à le battre. Et à leur quatrième affrontement, il est dominé dans le combat. Il a le nez en sang, le nez cassé. Il est en train de perdre, hein, concrètement. Et il sort ce contre qui vient qui vient de Mars, de la Lune, je ne sais pas, mais qui est incroyable. Et surtout de voir Manny Pacquiao euh, ben, KO sur un coup, lumière éteinte, c'était, moi, pour l'avoir vu en direct, ça date de 2012, je me levais toutes les nuits pour les combats à cette époque-là. Je me souviens de m'être levé, d'avoir crié pour Oui. ce KO-là. Et c'est vraiment rare, hein, Mmh. c'est quelque chose d'hors du commun. Donc ouais, assez tôt, je mettrais celui-là. Après, il y en a un. Attends, je vais juste refeuilleter rapidement le livre.
Il y en a un qui vraiment, moi, m'a marqué. Mais il m'a marqué parce que j'ai consacré un chapitre du livre à, à ce chaos-là. C'est le chaos, voilà, c'est le chaos entre Emile Griffith et Benny Parrett Jr. C'est le dernier chapitre du livre. Alors pourquoi ça m'a marqué? Alors déjà l'image du chaos, c'est un chaos qui date de 1962. Et ça m'a marqué parce qu'en fait j'ai réussi à voir le témoignage de Benny Parrett, du fils de Benny Parrett Jr. pardon, qui est le fils du boxeur décédé par KO. Et D'accord. d'avoir Benny Parrett Jr. qui raconte la rencontre avec l'homme qui a tué son père sur le ring, ça a été quelque chose qui, moi, j'ai été époustouflé par le côté, la sensibilité, en fait, Mmh. de cet homme qui va rencontrer l'homme qui a tué son père sur un ring. La manière dont il raconte cette rencontre m'a beaucoup marqué. Et les images aussi de ce chaos, de voir concrètement, même s'il il est mort à l'hôpital, hein, Benny Parrett, Mmh. en 1962, euh, de voir ces images d'un homme qui tombe au sol et qui clairement est déjà sans vie, ça fait beaucoup réfléchir sur la boxe. Ça permet aussi parfois de prendre du recul et de se dire que oui, la boxe c'est un très très beau sport, un sport magnifique, mais c'est aussi un sport très dangereux. Ouais, très dangereux, ouais. Non, mais c'est sûr. Et et au niveau des, si dernière question sur la partie, bouquin, après on Ouais, va pas de ouais, on souci, va pas de continuer. souci. C'est sur, toi, arrivé au process d'écriture, maintenant ça fait un petit, quelques mois que le bouquin est sorti. 2 questions. Est-ce que tu as eu des retours, de personnes qui ont échangé avec toi sur le contenu du livre et quel a été leur retour? Et quel a été le retour, dont tu es le plus fier, entre guillemets? Mhm. Et quelle chose tu modifierais pour bonifier davantage le bouquin qui est déjà de très, très bonne facture? C'est gentil déjà, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, les retours que j'ai eus, les premiers retours que j'ai eus, c'est pas mal de retours de gens qui sont pas forcément fans de boxe, mais Mmh. qui se sont procurés le livre parce que la couverture est impressionnante, cette image de Joshua en train de crier, l'image de Kenny Bayless, l'arbitre, qui lève la main au ciel pour signifier la fin avec... c'est Rick Eaton, hein, D'accord. le boxeur qui a allongé KO, Rick Eaton qui avait perdu par KO contre Manny Pacquiao justement en 2009. Beaucoup ont acheté le livre parce qu'ils sont déjà impressionnés par la couverture. Ils ont feuilleté le livre et ont vu les illustrations et les premiers retours, c'est un beau livre. Et Oui. ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Après, sur l'écriture, ces mêmes personnes qui sont pas forcément fans de boxe, en fait, me disent assez rapidement, en fait, on lit les chapitres et assez rapidement, on a envie d'aller sur YouTube pour voir en fait ce que tu as écrit, Mmh. ce que ça donne en vrai. Parce que bon, certains n'ont jamais vu les combats dont je parle dans le livre. Et ça m'a fait plaisir parce que en fait, j'ai donné envie. J'ai donné envie à certains d'aller voir ce que c'est, certains des plus grands combats de boxe. J'ai eu des retours, pour le coup, d'experts aussi qui connaissaient ces histoires-là par cœur et qui m'ont dit qu'ils les ont appris des choses quand même. Ça aussi, ça Ah bah, fait, ça ça fait, ça c'est fait plaisir une parce que belle bon, récompense. ouais, une vraie belle récompense quoi, parce que certains experts vraiment, des historiens de la boxe anglaise qui me disent qu'ils ont appris des choses. Moi, ça m'a fait plaisir. Et ouais, j'ai surtout été, on m'a surtout dit que c'était voilà simple à comprendre et que la plupart avaient envie d'aller voir ce que ça donnait, même pour certains qui connaissaient les combats et tout, d'aller revoir en fait, effectivement, parce que parfois je donne certains détails techniques sur les combats, j'essaie de décrire round par round pour certains affrontements,
Et ouais, il y en a même des experts qui sont allés revoir pour dire, ah oui, effectivement, là, tu as noté ce détail-là que moi, je n'avais pas forcément noté, etc. Et comme c'est une, je te le remonte, bah, tu le connais très bien, hein, mais Ouais. Je l'ai mais beaucoup vu. le format est aussi atypique. Est-ce que ça a été volontaire de parce que comme c'est Alex de Trash Talk qui me disait que c'est une industrie qui est très cadrée, l'industrie du livre et quand on Mhm. fait un format qui est pas standard, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc comment vous est venue l'idée de le faire dans ce format-là qui est pas forcément un format, classique, pour un bouquin? Parce que ça fait très, reportage photo, justement, book photo et tout ça, donc on va dire c'est plus qu'un livre en fait, c'est Ouais. vraiment un bel objet. Donc, Bah, je juste, comprends bah, les bons retours positifs sur l'aspect esthétique, bah, du t'as utilisé l'expression en fait qu'on m'a le plus sorti, c'est et même avec Amphora, on se disait dans l'élaboration de ce livre, on se disait il faut qu'on fasse un bel objet, il faut qu'on fasse, je veux pas être trop présomptueux, hein, mais mmh, en quelque sorte une pièce de collection, un livre qui restera, qui fera déjà qui sera agréable à lire, mais qui sera ben, beau à présenter, une belle pièce en bibliothèque. Et c'était important pour nous. Et puis surtout, sur un sujet comme la boxe anglaise, où bah, parfois ça peut être compliqué d'expliquer certaines choses, d'expliquer les fédérations, d'expliquer pourquoi un tel n'a pas affronté un tel, pourquoi tel combat s'est fait en retard, etc. Bah, d'avoir du visuel, encore une fois, de mmh. l'illustration, de la photo, quelque chose qui puisse aérer le texte. Parce que parfois, je rentre dans des explications qui sont pas évidentes hein, à assimiler. Et avoir un support visuel de qualité juste à côté d'une grosse explication qui peut être un peu compliquée, bah, ça peut faciliter la lecture. Et l'autre point positif, moi qui m'a très bien enfin qui m'a énormément plu, c'est le côté très, séquencé du bouquin et tu Ouais, peux le grignoter, pas forcément dans l'ordre. c'est Donc ça, ça. c'est enfin, ça peut être compliqué parce que il faut aussi, satisfaire celui qui va le lire de manière, linéaire et l'exercice est très bien fait. Donc, En fait, c'est dès le départ, avec Amphora, on s'était dit qu'on ne ferait pas un livre historique, dans le mmh, sens où un livre où on va bah, chronologiquement des années 30 à nos jours. On raconte des combats, je raconte un combat des années 30, le combat de Joe Louis, notamment. J'ai des combats des années 50, j'ai un peu toutes les époques à partir des années 30. Mais on ne voulait pas faire quelque chose de chronologique parce qu'on voulait vraiment proposer ça comme des histoires distinctes. Après, ceux qui veulent lire le livre de manière ouais, chronologique, c'est totalement possible. Mais on voulait proposer des histoires distinctes et effectivement, comme tu disais, on voulait pas que ce soit quelque chose qui entre guillemets, oblige le lecteur à poursuivre l'histoire, à enchaîner les chapitres à chaque fois. Et c'est un des retours que j'ai aussi, c'est que beaucoup ben, lisent 2 chapitres, reposent le livre, lisent 3, 4 chapitres parce que c'est 3, 4 chapitres qui leur parlent, ensuite le reposent, reviennent peut-être sur un chapitre précédent. Enfin, la facilité à le lire m'a été souvent, on m'a souvent félicité entre guillemets pour ça. bah, en tout cas, très, très bon travail. Je Merci. pense que c'est un bel objet encore. Début d'année, il y a beaucoup de personnes qui se disent, «Résolution, je me remets à la lecture» et tout ça. Ça peut être un exercice de style et ce qui est important aussi, ce que j'ai aimé dans ton bouquin, c'est que on a des hommes et des femmes qui parlent du chaos, mais derrière, tu as plein de valeurs, comme la résilience, le rebond, et tout Mmh. ça, qui sont mis en exergue et ça, c'est des valeurs qui sont transverses à toute personne et on peut s'en imprégner dans notre vie, scolaire, notre vie de tous les jours, notre vie Mmh. professionnelle. Donc, c'est en encore une fois un bel outil et qui ça peut être aussi un beau cadeau pour, même quelqu'un qui est pas forcément, axé boxe, en fait. Parce Ouais, totalement. il va retrouver des choses, qui pourront, lui être utiles, dans la vie de tous les jours.
Donc, Ouais. félicitations, monsieur, encore. Merci, Très beau merci, c'est travail. très gentil. Merci beaucoup. Bah, je vais reprendre une phrase de Francis Ngannou, combattant de MMA et boxeur aussi, boxeur Mmh, en anglaise. Il a fait 2 combats. Il dit tout simplement que, bah, en fait, dans la vie, tout le monde est combattant. On est mmh, tous combattants dans la vie. Alors, pas forcément dans une cage ou dans un ring, mais mmh. un jour, quelle que soit la situation dans laquelle on est, il faut tous se battre pour quelque chose. Et effectivement, bah, la résilience, la persévérance dont on parle depuis le début de cet entretien, le rebond, le remords parfois, tout Mmh. ça, c'est des sentiments qui sont palpables pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre ces choses-là, ces moments-là. Et donc, effectivement, c'était important de le retranscrire dans ce livre. On va conclure maintenant l'échange sur les questions rituelles de Ah, chapitres dis-moi. sportifs. Alors, la première, c'est donc, on te retrouve sur Canal Plus International Ouais, toutes les semaines. c'est ça. Et est-ce que l'aventure t'a donné envie de justement essayer, pourquoi pas, reprendre la plume? C'est dans les tuyaux ou pour l'instant, tu es en mode récup et On est, on est plus en on mode essaie. récup? Ah, non, là, je viens de faire un championnat du monde poids lourd de 15 rounds. Donc, j'essaye de récupérer. Non, blague à part, ça m'a pris beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Presque 2 ans de travail. Et le livre est sorti en octobre dernier, le 31 octobre. Et pour l'instant, effectivement, je suis dans ce qu'on appelle, oui, on peut dire que je suis en mode récup. Après, j'ai beaucoup aimé le processus d'écriture. C'est quelque chose ça s'est renforcé justement pendant l'écriture de ce livre. Après, il faut trouver la bonne idée. Il faut trouver quelque chose ouais, de percutant qui, moi, me motive déjà et qui soit aussi ben, motivant pour un éditeur, pour un forum, Mmh. pourquoi pas. Et donc, pour l'instant, j'ai pas spécialement, en termes d'écriture, hein, j'ai pas Ouais. spécialement de projet parce que, bah, de par mon travail de journaliste, j'ai aussi de gros projets pour le coup avec Canal Plus International. Donc, je me suis, on va pas dire que je me suis reconcentré sur Canal Plus International. J'ai toujours été très très concentré sur mon travail de journaliste, mais c'est dans un coin de ma tête. Après, il faut trouver une idée, il Voilà, faut faire quelque chose OK. de concret et proposer quelque chose d'assez percutant pour que ce soit valable et que ce soit ben, au moins à la hauteur de ce que j'ai pu produire Oui, dans bah, l'ombre des chaos. bon, on n'en doute pas et puis on espère que tu trouveras, l'idée, l'angle qui va bien pour C'est nous gentil. proposer encore un bel ouvrage. Et du coup, pour, les justement les livres, percutants et ceux qui t'ont marqué, Mhm. est-ce que tu pourrais nous en recommander 3, 3 livres de sport, que tu proposerais, Ok. tu recommandes à celles et ceux qui vont écouter cet épisode? Alors, livre de sport. Alors, je vais pas mettre dans l'ombre des chaos, mais la tentation est grande, mais je vais pas mettre mon propre livre. Non, non, bah, plus sérieusement, je parlais tout à l'heure de la biographie de Rocky Marciano. Mmh, Alors, malheureusement, encore une fois, elle n'est disponible qu'en anglais. Il me semble pas qu'il y ait eu de traduction, mais c'est un livre poignant, incroyable, sur l'histoire de ce boxeur qui est tragiquement décédé dans un accident d'avion après sa carrière. L'histoire de ce boxeur qui au départ veut être joueur de baseball. On n'a pas grand-chose à faire de la boxe et il découvre la boxe sur le tard, sur le très tard même, et puis il découvre qu'il peut en vivre, puis il enchaîne. Il fait un parcours amateur qui est ce qu'il est, qui est pas dingue, mais qui est très positif et qui est marqué par le chaos. C'était un spécialiste du chaos et donc ça a été sa marque de fabrique pendant toute sa carrière. Et à travers l'histoire de Rocky Marciano, c'est tout un pan de l'histoire de la boxe anglaise qui est racontée. Cette boxe anglaise des années 40, 50, où tout était maîtrisé par la mafia,
tout se Mmh. passait à New York. En fait, si vous voulez, c'est un film de Martin Scorsese, en fait, la biographie de Rocky Marciano. Mais c'est vrai, hein, c'est pour ceux, ne serait-ce que la lecture de la fiche Wikipédia de Rocky Marciano, déjà, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Il était tout le temps entouré de mafiosos, alors que lui c'était en quelque sorte une sorte de saint catholique, vraiment très prononcé et tout, très croyant, mais il aimait toujours, il était d'origine italienne, donc il aimait toujours être un petit peu entouré des bonnes personnes qui Mmh. géraient les carrières des boxeurs à cette époque-là. Ouais, c'est tout un pan de l'histoire de la boxe anglaise qui est raconté. Et puis c'est un personnage hors du commun. C'est un personnage hors du commun. Je vais essayer de retrouver tout de suite le nom. Parce qu'il y a plusieurs biographies en fait de Rocky Marciano qui sont sorties et qui ne sont pas forcément de super qualité. Ouais, c'est Unbeaten. D'accord. Unbeaten de Mike Stanton. Superbe livre. Superbe livre. Donc ça c'est le premier. On a dit livre de sport hein, uniquement. Oui, Ok. après si tu es à court de livres de sport, Non, non, t'inquiète pas. Le deuxième livre de sport que je conseillerais, c'est le livre sur les Showtime Lakers. d'accord. Un livre, d'ailleurs, je crois que le livre s'appelle Showtime. C'est Celui-là, de il la a été. Zambie, non? Roland euh, Lazambie, non, c'est pas ça? oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Le livre s'appelle très exactement Winning Time. Winning Ah, Winning Time, Time, d'accord, OK. voilà. Et OK. en gros, ça raconte l'histoire des Lakers des années 80. Le livre a tellement été D'accord. une réussite que c'est devenu une série. Que c'est devenu une D'accord, série d'où sur la HBO. série qui était passée sur Canal récemment et tout Exactement, ça. Winning Time. D'accord. Ouais. OK. Et le livre, c'est pas Roland Lazenby, c'est Oui, non, oui. Jeff Pearlman. Ouais, Jeff j'ai Pearlman. confondu avec Showbot, le livre de Lazambie sur Kobe, pardon. Exact, exact, exact. Donc D'accord. ça c'est le deuxième. Et le troisième, je vais revenir sur un livre de boxe. Tac, c'est la biographie de Georges Carpentier, D'accord. boxeur français des années 20, 30, enfin surtout années 20. Mais là, pareil, ça raconte l'histoire, en partie l'histoire de la boxe en France, dans les années, début des années 1910 jusqu'à 1900, ouais, 1900, milieu des années 1920. Euh, il a fait un combat incroyable en 1921 face à Jack Dempsey, qui était l'idole américaine aux États-Unis dans un stade de plus de 90 000 personnes. Et en 1921, réunir 90 000 personnes dans un stade, c'était pas évident pour de la boxe anglaise. Le livre s'appelle Georges Carpentier, l'incroyable destin d'un boxeur devenu star. C'est un livre de Stéphane Adjeras qui est excellent. Voilà. D'accord. Voilà, tu as mes trois livres. Donc, la biographie de Rocky Marciano, Unbeaten, Winning Time de Jeff Pearlman et la biographie de Georges Carpentier par Stéphane Adjeras. Super, merci. Et dernière question, quel auteur aimerais-tu entendre dans ce podcast, dans un prochain numéro et pourquoi? Alors ça, je l'ai préparé un petit peu parce qu'effectivement, je ne pouvais pas me pointer comme ça sans avoir vraiment d'idée. Alors, il y a un livre, j'aimerais bien avoir pas les secrets, mais avoir des anecdotes ou savoir comment il a été, quelle a été la réflexion derrière ce livre. C'est le livre de Christophe Duchiron sur les folles superstitions des champions. D'accord, Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu, que ce soit les superstitions sur les numéros de maillot. Moi, je suis beaucoup le baseball. C'est un sport où il y a énormément de superstitions. Et donc, je crois il est pas seul à avoir écrit ce livre, mais je sais qu'il y a Christophe Duchiron parmi les auteurs. Et donc, ouais, le livre, c'est Les folles superstitions des champions. Il l'a écrit avec Manuel Tissier et Étienne Bonamy. c'est ça, tout à fait. Voilà. OK. Bah, on va se procurer le bouquin et on va demander à nos amis de Solar de nous de nous mettre en connexion avec, un des auteurs pour qu'on puisse,
Bah, faire le même exercice, avec eux qu'avec toi. J'espère que l'exercice t'a plu. Ouais, c'était très sympa. C'était très Bah, très nickel. sympa. Et bah, la promesse que tu avais énoncée en début d'entretien de donner de la place et du temps pour les auteurs de raconter un petit peu leur histoire et raconter la manière dont ils ont fait, dont ils ont accompli leur travail est tenue. Donc, je te remercie beaucoup. Bah, c'est juste normal et la moindre des choses pour, vous rendre tous les sacrifices et le travail que vous avez réalisé pour nous gratifier de ce beau bouquin encore une fois. Merci, Donc merci beaucoup, Rafik. bah, je t'en prie et puis, bah, je te dis, à très vite et puis, on souhaite encore de très belles ventes pour ton bel ouvrage. Merci, merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt.